Merci à vous tous d'être venus, malgré le climat, à l'occasion de cette semaine du cerveau. Alors, c'est un plaisir de voir que vous, le public, représentez plusieurs générations. Cette conférence sera donc, en plus d'être interdisciplinaire, intergénérationnelle. C'est pas mal. Alors, je saisis cette occasion pour remercier Madame Agnès Hermans, préfète du lycée Émile Jacquemin, ainsi que les professeurs de sciences présents, sans oublier leurs élèves venus nombreux. Je remercie aussi les autorités académiques qui m'ont permis d'accéder à ce qui est quand même le plus bel auditoire de l'ULB. Alors nous sommes réunis dans cet auditoire qui s'appelle Eugène Dupréel. Alors savez-vous qui est Eugène Dupréel? Non, d'accord. Eh bien, Eugène Dupréel est un philosophe et sociologue belge. Il a enseigné à l'ULB de 1907 à 1950. Il est considéré comme l'un des plus éminents philosophes belges de la première moitié du XXe siècle. Il est décédé en 1967. Ça, c'est pour le chapitre culture. Alors, un mot de cet événement, la BAW, Brain Awareness Week. Alors là, je fais référence à un émigré belge connu que vous connaissez bien. Nous allons être aware. Alors, cette Brain Awareness Week a été créée il y a 27 ans par une riche famille américaine qui a créé une fondation, la Fondation Dana, et qui avait pour but de rassembler des groupes d'intérêts différents venus des universités, des pouvoirs publics, des organisations professionnelles pour se réunir autour d'un thème commun. Alors, quel est ce thème? La recherche sur le cerveau est l'espoir de traitement, de prévention et de guérison possible des maladies et troubles cérébraux, et aussi de garantir une meilleure qualité de vie à tous les âges. Alors, au cours de ces 27 années qui se sont écoulées, la Semaine du cerveau est devenue une initiative éducative mondiale qui couvre les 6 continents. Alors, par exemple, l'année passée, la campagne 2022, des événements étaient organisés dans 45 pays, dont la Belgique. Alors aujourd'hui, ce sont 2 jeunes chercheurs qui vont vous présenter leurs travaux en les intégrant dans un environnement pluridisciplinaire. Les orateurs sont Odile Weiss et Giovanni Reina, que je remercie vivement d'avoir accepté ce challenge. Vous remarquerez que dans les speakers, l'équilibre des genres est respecté, de même que l'équilibre des salaires, parce qu'il n'y en a pas. Alors, Odile Weiss a fait des études de médecine à l'Université de Namur et l'UCL et est en cours de spécialisation en neurologie. Actuellement, elle est chercheuse au laboratoire de neuroanatomie et de neuroimagerie translationnelle, dirigé par mon ami Xavier Dethiège. Odile nous présentera, grâce à divers exemples de maladies neurologiques, l'évolution de différentes techniques d'imagerie structurelle et fonctionnelle associées à la neurophysiologie. L'imagerie structurelle permet d'identifier les lésions cérébrales et l'imagerie fonctionnelle et la neurophysiologie permettent d'observer le fonctionnement et le dysfonctionnement du cerveau. Alors je saisis cette occasion pour vous annoncer, je l'ai vu ce matin, que des chercheurs de l'Université d'Oxford et du Johns Hopkins notamment viennent de publier dans la revue Science du 10 mars, c'est-à-dire il y a 3 jours, la cartographie des 3016 neurones et des 548 000 synapses du cerveau d'une jeune, c'est-à-dire à l'état de larve encore, mouche appelée drosophile. Alors voici la drosophile, à l'âge adulte. C'est la première carte complète du cerveau d'un animal complexe, capable d'apprendre et d'évaluer les risques et les avantages de ses actions. Alors voilà une image qui résume un peu le travail énorme qui a été fait avec les 3000 et des neurones et les 550 000 synapses. Quant à Giovanni Reina, il est originaire de Côme.
où il retourne souvent. Il est diplômé de la faculté polytechnique de Milan, où il s'est spécialisé en robotique et intelligence artificielle. Il a fait sa thèse de doctorat de 2011 à 2015 à l'IRIDIA. L'IRIDIA, c'est le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de l'ULB, sur le sujet de la robotique en essaim. Il a ensuite travaillé pendant 5 ans à l'université de Sheffield, où il a appliqué ses compétences mathématiques pour comprendre le comportement collectif des insectes sociaux et du cerveau. En 2020, il revient à Bruxelles pour montrer comment, à partir de l'observation des abeilles et la construction de leur nid, on peut pénétrer le processus de décision chez l'humain. Là aussi, les abeilles font la une dans la revue Science, la même dont je parlais, du 10 mars, dont la couverture, que voici ici, montre des abeilles qui exécutent une danse complexe pour communiquer la localisation et la valeur des ressources. Dans l'article qui figure dans cette revue, les chercheurs montrent que les abeilles novices dansent mieux et communiquent leur position avec plus de précision si elles ont pu auparavant suivre et apprendre socialement des danseuses plus expérimentées. Alors, sans plus tarder, je vais leur passer la parole, tout en adressant un clin d'œil à notre ami Philippe Geluck. Le voici. Voilà, je cède la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter ma recherche à ce bel événement et merci aussi beaucoup à le public qui est venu très nombreux. Et le sujet de mon séminaire compare 2 systèmes, un organe et un organisme, qui sont différents l'un de l'autre. À juste titre, peut-être que vous vous êtes demandé qu'est-ce que ces deux-là ont en commun. Pendant ma présentation, j'expliquerai comment j'ai utilisé les concepts de la psychologie cognitive pour étudier les abeilles et comment ces études peuvent aider à mieux comprendre le cerveau. Ce cycle peut donc porter à de nouvelles connaissances et accélérer notre compréhension des 2 systèmes. Donc, comme je le disais, j'ai commencé à chercher si un mécanisme cérébral était présent dans les colonies d'abeilles. En particulier, j'ai regardé à la loi de la psychophysique. C'est quoi ces lois? Les lois de la psychophysique expliquent la relation entre l'intensité du stimulus et sa perception dans le cerveau humain. Ces lois ont été confirmées pour une variété de stimuli, où l'intensité peut être le volume acoustique, la luminosité ou le poids. Des études ultérieures ont montré que le cerveau humain n'est pas le seul à suivre ces lois, mais elles sont également présentes chez les mammifères, les oiseaux, les poissons et les insectes. Et récemment, ces lois on est possible d'observer ces lois, on a été trouvé par les chercheurs qu'on est possible d'observer ces lois aussi dans les plantes et dans les organismes unicellulaires, comme les blobs. C'est quoi les blobs? Les blobs, c'est similaire à une moisissure jaune qui se peut étendre sur une grande surface de quelques mètres. Et c'est intéressant d'étudier les blobs parce que bien qu'il soit une seule cellule, il a un comportement intelligent. Sans aller à parler d'intelligence, que c'est un sujet pour un autre jour, on peut dire que les lois de la psychophysique ne sont pas que présentes dans le cerveau, mais plus généralement dans les organismes. Dans mon étude, j'ai considéré un organisme spécial, les superorganismes. Le concept de superorganisme est utilisé pour parler d'insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles. Dans ces sociétés, chaque insecte porte un intérêt limité à lui-même, à sa survie. Ces insectes sociaux travaillent ensemble
pour la survie du groupe. L'insecte individuel n'est qu'une unité, un organisme, qui fait partie de quelque chose de plus complexe, un superorganisme en fait. Dans cette étude, j'ai cherché une correspondance entre les processus cognitifs du cerveau et les comportements du superorganisme. Je n'étais pas le premier à étudier ces similitudes. Ici, je vous mets des articles importants sur ce sujet, par exemple. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? D'étudier à travers un modèle mathématique si le superorganisme répond à les lois de la psychophysique. En particulier, j'ai examiné les modèles mathématiques qui décrivent la sélection du site de nidification des abeilles. Les abeilles choisissent leur site de nidification au printemps, lorsque la colonie se reproduit et la vieille reine quitte la ruche et va à un lieu temporaire comme une branche d'arbre. Des milliers d'abeilles suivent la reine et ces abeilles, ensemble, décident où construire leur nouvelle ruche. Les biologistes ont identifié les 4 actions des abeilles pendant ce processus décisionnel. Les abeilles éclaireuses explorent l'environnement et lorsque une d'elles découvre un site de nidification potentiel, elle la sélectionne comme sa préférence. Ensuite, ces abeilles retournent à l'ensemble et, par un type de danse appelée danse frétillant, elles recrutent d'autres abeilles pour les sites que chacun a trouvés. Lorsque des abeilles qui préfèrent des sites différents se rencontrent, l'une envoie des signaux inhibitoires à l'autre. Et lorsque une abeille reçoit des signaux inhibitoires, elle perd sa préférence. Enfin, les abeilles qui préfèrent des sites de mauvaise qualité peuvent abandonner leur préférence de manière indépendante, sans interaction. Donc ici sont les 4 actions identifiées par les biologistes. Mais pour le moment, la manière dont les abeilles choisissent les meilleurs sites n'est pas encore claire pour vous. Je vous l'explique avec un exemple où on a 2 sites de nidification, le bleu et le rouge, et on représente en vert les abeilles sans préférence. Maintenant, on peut décrire ces 4 actions de manière mathématique, comme un changement d'état. Par exemple, de l'état vert à l'état bleu, avec une probabilité indiquée sur la flèche, au-dessus de la flèche. Et aussi pour les autres actions, par exemple, ici, on a un état avec 2 abeilles, le bleu et le vert, et l'état final, c'est de 2 abeilles bleues. Et de cette manière, on peut décrire toutes les 4 actions pour les 2 sites. Lorsque les abeilles changent leur préférence, elles visitent les sites et évaluent sa qualité, indiquée ici pour valeur 1 et valeur 2. Puis, qu'est-ce que les abeilles font, été observé par les biologistes, c'est de faire les 4 actions avec une fréquence proportionnelle à la qualité estimée. Donc, elles font plus de découvertes, plus de recrutements, plus d'inhibitions pour des sites de meilleure qualité. De cette manière, la décision collective est dirigée par les meilleurs sites découverts. Donc, c'est le modèle mathématique qui explique comment les abeilles choisissent leur nouvel site de nidification. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce modèle et je l'ai utilisé pour étudier si les superorganismes, donc la colonie des abeilles, suivent les lois de la psychophysique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé systématiquement les conditions dans lesquelles la décision est prise pour étudier leur relation avec la capacité à faire la différence, c'est-à-dire à choisir les meilleurs sites, et les temps de réaction, c'est-à-dire le temps pour arriver à un consensus, à une décision du groupe.
Et j'ai fait ça pour tester 3 lois de la psychophysique. La loi de Weber, de Pierron et de Hyman. On va les regarder une par une. À noter que ces lois ont déjà été confirmées pour les insectes pris individuellement. Mais ici, on va l'étudier pour un ensemble, donc une réponse du groupe, pas individuellement. Donc, on commence avec la loi de Weber. La loi de Weber décrit la relation entre l'intensité du stimulus et la capacité à faire la différence. On va la comprendre mieux avec un exemple sur le nombre d'objets. Donc, maintenant, j'ai besoin de votre attention pour répondre à une question. Donc, vous devez être prêts, vous devez réveiller votre voisin qui dort après les sandwichs. Et parce que j'ai une question, quel est le plus grand ensemble? Donc, maintenant, je vais vous montrer 2 ensembles d'objets et vous devez me dire quel est le plus grand. Donc, voici les premières et voici les deuxièmes. Donc, maintenant, levez les mains si vous pensez que le groupe de droite, de gauche pour vous, est le plus grand. Personne. Maintenant, levez la main si vous pensez que le groupe de droite est le plus grand. On a une décision collective, je vois. Et en fait, tout le monde a deviné correctement. Maintenant, on fait les mêmes choses. Vous pouvez baisser les mains. Et on fait les mêmes choses avec 2 autres groupes. Voici les 2 groupes d'objets. Et maintenant, vous levez la main si vous pensez que le groupe de gauche est le plus grand. Et baissez les mains. Et maintenant, levez les mains si vous pensez que le groupe de droite est le plus grand. On avoue qu'il y a un peu plus d'indécision. Les groupes, c'est pas... la plupart ont répondu correctement, mais il y a encore quelques erreurs. Donc, c'est pour dire qu'une différence de 5 unités est suffisante pour faire la différence entre 25 et 30, mais n'est pas suffisante pour faire une différence entre 130 et 125. Donc, c'est le mécanisme de la loi de Weber, que plus formellement, on peut dire que la différence minimale pour distinguer correctement entre 2 stimuli, les 2 groupes qu'on a vus, doit être une fraction fixe de l'intensité de base des 2 stimuli. Donc, si on la va visualiser graphiquement, c'est l'intensité de base, le numéro de points rouges, et la différence minimale, c'est sur l'axe vertical. On doit avoir une relation linéaire. C'est-à-dire que si on a 25-30 points, une différence de 3 points, c'est suffisant pour le distinguer. Mais si on a 130 points, on a besoin d'une différence de 10 points pour faire la différence correctement toutes les fois. Et cette loi est un mécanisme qui est codifié dans votre cerveau et est valide pour la quasi-totalité des stimuli, comme le poids, la luminosité, la grandeur, le volume sonore. Par exemple, si vous devez distinguer un changement de luminosité, si la luminosité est très basse, un petit changement peut être vu par vous, mais quand la luminosité est très haute, vous avez besoin d'une différence plus grande. C'est la loi de Weber. La même chose avec du poids ou avec des sons. Donc, dans mon cas, qu'est-ce que j'ai fait? C'était de changer la qualité des options. Donc, j'ai changé la qualité des sites d'identification pour mesurer la capacité à choisir les meilleurs sites, pour trouver ces différences minimales. Et dans mon cas, j'ai trouvé une relation linéaire. Donc, le modèle du superorganisme suit la loi de Weber. On est donc passé à une autre loi, la loi de Pierron. Cette loi décrit la relation entre l'intensité du stimulus et les temps de réaction. On va la comprendre mieux avec un exemple sur la luminosité. Maintenant, vous ne devez pas bouger votre main, mais
vous devez me répondre avec... Quand vous voyez les cercles apparaître, je vais écouter et vous devez dire « Ha !» ok? Je vais écouter. Où il va apparaître ce cercle? Il va apparaître là. Donc la croix, il va disparaître et en quelques moments, il va apparaître. Vous devez être prêts parce que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Bravo, bravo. Bien. C'est pas facile. Arrête. Maintenant, on va faire un autre expériment avec un autre cercle qui va apparaître dessus là. Parce que sinon, je ne peux pas mesurer les temps de réaction. Plus tranquille. Hein? C'était plus facile. Avec mon exemple, c'est un peu difficile à mesurer les temps, mais prouvez que vous êtes plus lumineux, plus vous êtes rapide à répondre. C'est la loi de Pierron qui dit que les temps de réaction moyenne diminuent avec l'augmentation de l'intensité du stimulus. Donc, plus lumineux, plus rapide vous êtes, avec une courbe qui a une particulière forme de la loi des puissances. Donc, si on le représente comme avant l'intensité, donc la luminosité sur l'axe horizontal et votre temps de réaction, à dire sur l'axe vertical, on s'attend à une relation comme ça. Donc, je l'ai testé avec mon modèle et j'ai changé la qualité d'absorption pour mesurer les temps pour prendre une décision collective du groupe. Et voici les données qu'on a obtenues et la relation correspond exactement à la loi de Pierron. Donc, on peut dire que les modèles mathématiques du superorganisme suivent la loi de Pierron. Maintenant, la troisième loi, la loi de Hykeman, qui étudie la relation entre la quantité d'informations et les temps de réaction. Et on va la comprendre mieux avec un exemple sur la luminosité. Mais cette fois, je ne vais pas bouger, je ne vais pas parler parce que ça peut être un bordel. Mais vous faites l'exercice dans votre tête, ok? Dans votre tête, vous le pensez. Quel est les cercles les plus brillants, ok? Vous avez 3 choix avec les croix, hein? Et il y a un qui est le plus brillant. Et maintenant, 6 choix. Et la loi de Hykeman dit que vous êtes plus rapide quand il y a moins de choix entre lesquels vous devez choisir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le nombre d'options, j'ai mis plusieurs options pour les abeilles, et je mesure les temps pour prendre une décision collective. Et cette fois aussi, la loi est suivie. Donc, en résumé, mon analyse suggère que les comportements émergents d'un superorganisme, dans mon cas, un essaim des abeilles, suit les lois de la psychophysique. Notez que les mots émergent est en rouge et en gras. Émergent signifie que le résultat collectif n'est pas codifié dans les unités composant le groupe. En fait, les actions des abeilles qu'on a vues avant ne suivent pas les lois. Vous vous souvenez, les 4 actions. Ces actions, ils ne l'avaient pas codifiées dans la loi de Weber, de Pierron, comme ça. Mais les groupes suivent ces lois. Donc, il fait que les groupes suivent les lois est une propriété émergente. C'est la conséquence des interactions entre nombreuses unités, les nombreuses abeilles. On est donc en présence d'un phénomène de cognition naissante.
Cette étude a créé des correspondances et des parallèles entre deux systèmes. De cette manière, on peut étudier l'un pour comprendre l'autre. Et dans ce cas, on a vu qu'un essaim d'abeilles suit les mêmes mécanismes que le cerveau humain. Ce lien est particulièrement utile parce qu'observer le comportement des abeilles choisissant leur ruche est beaucoup plus simple qu'étudier les neurones prenant des décisions. On a vu avant qu'il y a des mécanismes, mais pour vraiment étudier les neurones individuels, c'est plus compliqué. Regarder des abeilles, c'est beaucoup plus facile. Donc, les abeilles peuvent nous aider à comprendre les neurones du cerveau et comprendre quels sont les mécanismes de base qui régissent notre cerveau est important pour comprendre comment il fonctionne et pour guérir ou prévenir les maladies neurologiques. L'idée de cette illustration est en fait de montrer que les progrès scientifiques dans une discipline aident l'autre. Et mes recherches sur les modèles des abeilles ont aussi contribué dans l'autre sens, dans la neuroscience et la psychologie cognitive. Cette contribution est notamment liée à la loi de Pierron. Et vous vous souvenez de la loi de Pierron, j'imagine. C'est laquelle qui dit que les temps de réaction diminuent avec la luminosité des cercles et comme ça. Et ça a été mesuré par des stimuli individuels, comme les cercles lumineux qu'on a vu avant, ou les vibrations d'un objet, un son, etc. Mais cela n'avait jamais été mesuré pour des décisions entre des options avec des valeurs différentes, comme 2 sites pour un nid d'abeilles. Donc, motivés pour ces résultats obtenus avec les modèles des abeilles, mes collègues psychologues ont essayé avec des humains et des singes. Et pourquoi c'est intéressant de tester dans les humains et dans les singes si la loi de Pierron était présente ou pas dans la décision entre deux choses? Bien, les neuroscientifiques ont construit des modèles pour décrire comment le cerveau prend des décisions. Et il y a une variété de modèles concurrents qui pouvaient être corrects ou pas, parce que chacun est différent. Certains de ces modèles sont très similaires à ceux des abeilles. Par exemple, celui-là, c'est vraiment le même modèle qu'on a trouvé dans les abeilles et c'est identifié pour décrire la prise de décision. Mais retournons à la loi de Pierron, les expériences de mes collègues et les miennes, parce que on fait des expériences aussi avec les blobs, et on a vu que les blobs, les personnes et les singes suivent la loi de Pierron. Les résultats ont montré que cette loi est suivie aussi dans la décision entre 2 options différentes. Donc, on peut retourner sur... on revient sur les modèles neuroscientifiques et on peut contrôler quels modèles peuvent suivre la loi de Pierron. Il y a des modèles qu'elles peuvent et il y a des modèles qu'elles ne peuvent pas. Donc, nous pouvons les éliminer parce que ces modèles ne sont pas corrects. Ils ne peuvent pas expliquer quelque chose que c'était vous dans l'expérience avec les humains ou des singes. Ok, c'est la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Peut-être qu'il n'était pas évident pour tout le monde qu'étudier des systèmes apparemment différents l'un des autres, comme les abeilles, les blobs, les neurones, peut aider à expliquer les principes basiques de notre cerveau. Je veux donc conclure ma présentation avec un conseil pour les plus jeunes du public, spécialement pour ceux qui désirent faire de la recherche. À mon avis, la clé pour améliorer notre compréhension du monde
et pour concevoir les technologies du futur est la recherche interdisciplinaire, qui combine méthodologie et points de vue différents. D'un côté, il y a la difficulté à maîtriser plusieurs disciplines. De l'autre, il y a l'opportunité d'avoir un point de vue privilégié, plus large de celui offert par les disciplines cloisonnées. C'est mon opinion. Merci à tous de votre attention.